Ici Claudine Bourbonnais à Montréal. Bienvenue aux téléspectateurs de TV5 Monde. C'est un développement majeur qui suscite de l'espoir pour Michael Kovrig et Michael Spavor, emprisonnés en Chine depuis 2 ans. Des médias rapportent que des négociations sont en cours entre Washington et les avocats de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, des pourparlers qui pourraient conduire tant à la libération de la femme d'affaires détenue à Vancouver que des 2 Canadiens. Et Laurence, une nouvelle campagne s'organise pour mettre de la pression sur Pékin. Oui, c'est un ancien diplomate britannique qui connaît Michael Kovrig, qui a lancé une campagne de cartes de Noël. Donc, il demande aux Canadiens d'envoyer des cartes à l'ambassade chinoise à Ottawa à l'intention d'un des 2 Michael. C'est sûr qu'ils se doutent bien que les cartes vont probablement terminer à la déchiqueteuse, mais leur espoir, c'est que l'ambassadeur reçoive un nombre important de cartes et qu'ensuite il soit tenté de contacter des hauts dirigeants en Chine pour leur dire il y a non seulement de la pression politique là, pour libérer les 2 Michael, mais il y a aussi de la pression populaire au Canada. Pendant que Meng Wanzhou attend de connaître son sort dans cette luxueuse demeure de Vancouver, les conditions de détention des 2 Michael dans une prison chinoise sont bien différentes. 2 ans, c'est très longtemps pour être emprisonné en Chine ou n'importe où. On va continuer de faire tout le travail nécessaire pour les ramener. Mais pour les ramener, le gouvernement Trudeau doit s'adonner à un jeu diplomatique délicat. Si la Chine prétend que l'arrestation de Michael Kovrig et de Michael Spavor n'a rien à voir avec la détention de Meng Wanzhou, bien des experts s'entendent pour dire que les 2 Canadiens ne seront pas libérés tant que la directrice financière de Huawei sera coincée en Colombie-Britannique. Devant les caméras, le gouvernement chinois continue de clamer l'innocence de Meng Wanzhou. En coulisses, par contre, il semble y avoir du mouvement du côté de Pékin pour régler ce dossier épineux. Bien, je pense que peut-être les planètes commencent à s'aligner. Cet ancien ambassadeur du Canada en Chine ne serait pas surpris que le gouvernement de Xi Jinping exerce des pressions sur Meng Wanzhou pour qu'elle admette une erreur et qu'elle soit libérée. Ils se rendent compte que leur image a été très abîmée au cours des dernières années à cause de ça. D'ailleurs, Guy Saint-Jacques croit que les pressions internationales que le Canada a exercées sur Pékin ont été efficaces. La Chine, je pense, reconnaît que la campagne qui a été menée par le Canada d'aller chercher des appuis auprès de dirigeants d'autres pays a eu beaucoup de succès. L'arrivée d'une nouvelle administration à la Maison-Blanche risque aussi de changer la donne, parce que même s'il reste des tensions importantes entre les États-Unis et la Chine, Joe Biden a promis de travailler avec Pékin sur plusieurs grands enjeux et une plus grande collaboration pourrait favoriser le Canada qui s'est retrouvé coincé entre les 2 géants depuis 2 ans. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Ottawa. Et toujours sur la scène fédérale, Ottawa poursuit ses efforts pour mettre sur pied une vaste campagne de vaccination contre la COVID-19. Un comité fédéral a publié ses lignes directrices quant aux groupes qui auraient un accès prioritaire au vaccin. Mais Julie, il s'agit en fait de recommandations puisque la décision finale revient aux provinces et aux territoires. Oui, ça demeure un champ de compétences qui leur revient, bien sûr, Claudine. Vous savez, le Comité consultatif national de l'immunisation, ce qu'on appelle le CCNI, préconise en fait de commencer la première phase de vaccination avec ces 4 groupes prioritaires que vous voyez à l'écran. Donc d'abord, les résidents et le personnel des milieux de vie pour aînés, suivi des personnes de plus de 70 ans, mais en commençant par celles âgées de 80 ans et plus. En 3e viendraient les travailleurs de la santé, puis les adultes dans les communautés autochtones. Ça, c'est pour la première phase. Il y aura d'autres phases subséquentes, évidemment. Cette hiérarchisation, en fait, est basée d'une part sur les données probantes scientifiques, mais aussi sur le fait, l'objectif final, c'est vraiment de réduire la mortalité associée à la COVID-19, pas seulement la propagation. Serons-nous en mesure maintenant de vacciner toutes les personnes issues de ces 4 groupes rapidement? On a posé la question un peu plus tôt au Dr Miu. Je pense que c'est important d'assurer les Canadiens, oui. On commence avec les 6 millions de doses, mais tous les groupes prioritaires, on va avoir l'accès au vaccin et puis après, aussi tous les Canadiens. Chose certaine, ce sera une campagne de vaccination massive et historique. C'est pourquoi Québec a annoncé aujourd'hui qu'on allait faire appel à des étudiants du domaine médical et à d'autres professionnels de la santé pour vacciner la population, notamment des étudiants en soins infirmiers, en pharmacologie ou encore en technique ambulancière, ainsi que d'autres corps professionnels qui pourraient être appelés en renfort, avec évidemment une formation d'appoint.
Par ailleurs, les gouvernements auront à convaincre ceux qui ont des réticences face aux nouveaux vaccins. Oui, d'ailleurs, selon un sondage Ipsos Radio-Canada, on apprend que 7 Canadiens sur 10, justement, ont des craintes face à d'éventuels effets secondaires du futur vaccin contre la COVID-19. La situation tend à s'améliorer dans le domaine de la vaccination. Il y a mon collègue Thomas Gerbet qui a fait un grand travail de compilation, d'analyse de données concernant les effets indésirables post-vaccin survenus au pays ces dernières années. Ce qui en ressort, c'est qu'il y a une tendance générale à la baisse concernant les effets secondaires graves. Tout type de vaccin confondu, les cas graves sont signalés environ une fois toutes les 100 000 doses et la grande majorité des patients en guérissent. Par ailleurs, plus de 90 des effets signalés sont bénins, ne nécessitent pas d'hospitalisation. Mais à quoi peut-on s'attendre comme effet secondaire des vaccins contre la COVID-19? Voici le docteur Lamarre. Il peut y avoir de la fièvre pour quelques heures, il peut y avoir des douleurs musculaires, il peut y avoir des frissons, il peut y avoir des maux de tête, mais rien qui n'est pas traitable et qui ne peut pas se gérer, par exemple, avec une aspirine ou du Tylenol, par exemple. La gravité de la situation et l'urgence de la pandémie font qu'on n'a pas eu le luxe d'attendre des mois ou des années, mais la communauté scientifique compte sur la collaboration internationale pour continuer de surveiller les effets des futurs vaccins. Merci beaucoup, Julie. Je vous en prie. Au revoir. Le Canada a franchi aujourd'hui le cap des 400 000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Et les 100 000 derniers cas ont été rapportés en seulement 18 jours. Pendant ce temps, au Québec, la pandémie rattrape le Bas-Saint-Laurent, qu'on cite souvent en exemple. L'est de la région va basculer à son tour en zone rouge dès lundi. Un coup dur pour les résidents à 3 semaines de Noël. Isabelle Danfous. Les Bas-Laurentiens doivent revoir leur plan pour les fêtes. Lundi, l'est de la région passera au rouge. Les rassemblements seront interdits à l'intérieur, tout comme à l'extérieur des résidences privées. Peut-être que le 24 décembre, les gens auront le réflexe de célébrer dans leur noyau, à eux, avec des petits feux extérieurs. Le nombre d'éclosions actives inquiète la santé publique qui en compte 27 dans tous les milieux. Les bars, les restaurants et les soirées privées sont montrés du doigt, mais aussi les milieux de travail, les salles d'entraînement et les équipes sportives. Une vingtaine d'écoles sont aussi touchées. En ce moment, la transmission, elle est élevée, elle est soutenue. Et si jamais on arrive à contenir tout ça, il va falloir être patient. Plusieurs appels au dépistage ont été lancés au cours des derniers jours. La population collabore. Une clinique temporaire a même été réactivée à Rimouski. Je suis quand même un peu stressé, là, mais j'ai hâte de voir. C'est bien pour sécuriser tout le monde et sécuriser nos proches. C'est très, très important parce que c'est des précautions pour se protéger puis protéger les autres. Pour les restaurateurs et les bars qui seront forcés de fermer lundi, c'est la déception. Nos commerçants et restaurateurs ont pris toutes les mesures nécessaires pour faire le plus d'attention possible. C'était visible, là, je veux dire, il y avait une sécurité qui était accrue, puis tout ça. Puis là, maintenant, malheureusement, tous ces efforts-là sont un petit peu en vain. Ça fait mal. La santé publique demande aux Bas-Laurentiens d'être patients parce qu'il sera difficile de renverser la tendance. La transmission se fait bien parce qu'on est tous, ou à peu près, en milieu fermé. Et en ce moment, c'est un défi supplémentaire. La décision du ministère de la Santé et des Services sociaux de faire basculer l'est du Bas-Saint-Laurent au Palier Rouge déplaît déjà. Les élus des MRC de la Matanie, de la Matapédia et de la Métis, qui sont situés à l'extérieur de Rimouski, ne comprennent pas pourquoi leurs régions doivent basculer au Palier Rouge, alors que la plupart des cas de COVID-19 sont recensés à Rimouski. Ici Isabelle Danfous, Radio-Canada, Rimouski. L'interdiction des rassemblements à Noël est un véritable casse-tête pour les propriétaires de chalets à louer. Si des groupes qui en avaient réservé un ont décidé d'annuler, d'autres, au contraire, en cherchent toujours un. Et les propriétaires admettent qu'il est difficile de s'assurer que les limites seront respectées. Des régions oranges, comme les Laurentides, craignent d'être envahies par des visiteurs des zones rouges. Vincent Maisonneuve. Depuis l'annonce du gouvernement, les propriétaires des chalets arsenaux sont inondés d'appels. Nous autres, on travaille jusqu'à 11 heures le soir, 7 jours sur 7, là. Le couple gère 11 chalets dans les Laurentides et dans l'Anaudière. Depuis 24 heures, ils ont dû annuler ou refuser une dizaine de réservations, tous des groupes qui souhaitent se réunir à Noël. Les clients sont très stressés. Il y en a qui comptaient beaucoup sur ces rassemblements-là pour justement retrouver leur famille. Pour louer, les clients doivent se qualifier et respecter les consignes sanitaires.
C'est certain que nous, on ne peut pas prendre notre véhicule puis aller vérifier si les clients suivent les normes. Dans la MRC des Pays d'en haut, le préfet reconnaît que bien des résidents sont déjà très inquiets. Il y a des gens qui paniquent, là, vraiment, puis ils sont choqués, là, puis ils ne veulent pas tomber non plus en zone rouge. Ils ne veulent pas vivre les désavantages de la zone rouge. Les visiteurs sont souvent nombreux les fins de semaine. Les restaurants sont régulièrement remplis de clients de l'extérieur. Faites livrer, parce qu'il y a de la livraison qui est possible. Vous pouvez faire livrer ou vous pouvez aller chercher votre commande. Et soyez prudents. Le préfet se demande si on ne devrait pas élargir la zone où les restaurants sont ouverts. On a demandé aussi au premier ministre d'ouvrir les restaurants dans les zones rouges des Laurentides pour essayer de dégager, parce que là, ça refoule. Car avec les vacances des fêtes et le ski qui commence, le nombre de visiteurs va augmenter. Le préfet demande à tous de faire preuve de jugement et de respect. On ne veut pas avoir un cadeau de Noël, la COVID. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, dans la MRC des Pays d'en haut. Et pendant ce temps, en Ontario, Mathieu, le gouvernement Ford est sévèrement blâmé pour avoir réduit les inspections dans les foyers pour aînés. Oui, et le blâme vient de la commission d'enquête sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée, la commission qui a publié aujourd'hui un rapport préliminaire dans lequel elle recommande le retour des inspections annuelles détaillées. Ce sont des inspections complètes qui étaient réalisées dans tous les foyers de soins de longue durée de la province, une fois par année, jusqu'en 2018. Or, en 2018, le gouvernement Ford a décidé de changer d'approche et il a privilégié les inspections basées sur une évaluation du risque. C'est-à-dire que le ministère ne visitait plus systématiquement tous les foyers, mais une inspection était tout de même déclenchée lorsqu'une plainte était déposée ou qu'un accident grave avait lieu. Une des conséquences de tout ça, c'est qu'on a arrêté d'évaluer chaque année la prévention et le contrôle des infections. Et ça explique en partie pourquoi les foyers de la province n'étaient pas bien outillés pour faire face à la COVID-19. Je vous laisse écouter la réaction de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario. C'est quelque chose qui était peut-être le plus grand choc pour beaucoup de gens qu'il n'y en avait pas de ces inspections-là. Vous savez, dans une garderie, quand quelqu'un rentre, puis s'il y a un problème, ils ont le pouvoir de saisir le contrôle de l'institution. Puis je ne vois pas pourquoi que ce serait très différent dans un centre de soins de longue durée. Et comment se défend le gouvernement? Ni le premier ministre ni la ministre responsable étaient disponibles aujourd'hui pour réagir à la publication du rapport. On nous a fait simplement parvenir une déclaration dans laquelle le gouvernement reconnaît que le système des foyers de soins de longue durée doit être réparé en Ontario. Mais je vous dirais qu'on tarde encore à voir du changement concret. Je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'un rapport préliminaire. La commission doit rendre son rapport final d'ici avril 2021. Merci beaucoup, Mathieu. Je vous en prie. Merci. L'Alberta a enregistré vendredi 1828 nouveaux cas de la COVID-19. C'est la deuxième journée que la province enregistre plus de 1800 cas. Ce sont des records. D'ailleurs, ici, il y a plusieurs restaurants qui ont commencé à fermer volontairement leurs portes parce qu'ils jugent la situation non sécuritaire. Ils trouvent aussi que les restrictions qui ont été annoncées pour le moment par le gouvernement de Jason Kenney ne vont pas assez loin. Au Manitoba, malgré les restrictions sanitaires imposées, on se trouve toujours dans le pire scénario envisagé par la santé publique sur l'évolution de la pandémie. La situation semble toutefois se stabiliser un petit peu en termes des nouveaux cas décelés par jour, mais la santé publique dit qu'il ne faut pas crier victoire trop vite parce qu'on ne voit toujours pas les effets de cette stabilisation des cas sur les hôpitaux qui restent bien surchargés. Il y a près de 400 000 Britanno-Colombiens qui ont répondu à ce sondage en mai sur leur expérience de la pandémie. Et aujourd'hui, le Centre de contrôle des maladies de la province a publié les résultats en ligne sous la forme d'un tableau interactif où on peut voir quartier par quartier comment les gens appliquent les mesures sanitaires. Et ce qui en ressort, c'est que les jeunes sont les plus touchés, notamment par la fermeture des collèges, des universités et des bars et des restaurants où ils sortaient ou encore où ils étaient employés. Ils souffrent aussi davantage du manque d'interaction sociale. La
La pandémie continue de malmener l'économie américaine et la prolongation du plan d'aide adopté ce printemps se fait toujours attendre. Le temps presse parce que certaines mesures pour les chômeurs et les familles arriveront à échéance le lendemain de Noël. Et Louis, le président désigné Joe Biden, exhorte donc le Congrès à adopter des mesures d'urgence dès maintenant. Faute de quoi, prévient-il, plus d'Américains encore vont se retrouver dans la précarité, vont souffrir. Et d'ailleurs, il faut noter qu'en novembre, les créations d'emplois sont tombées à leur niveau le plus bas depuis le début de la reprise économique, il y a 6 mois. On peut regarder les chiffres si vous voulez. Plus de 245 000 emplois créés en novembre contre 610 000 en octobre. Alors, il y a vraiment un ralentissement marqué. Qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Bien sûr, il y a cette crise sanitaire qui continue de prendre de l'ampleur aux États-Unis. Il y a des restrictions qui s'ajoutent un peu partout. Ça freine l'élan des entreprises, ce qui fait que la pression monte sur le Congrès pour que des mesures d'aide soient adoptées rapidement pour aider les Américains les plus vulnérables, mais aussi les entreprises. D'ailleurs, il y a une proposition d'un groupe de sénateurs bipartisans, un plan de 900 milliards de dollars qui a été proposé, qui a relancé les discussions entre démocrates et républicains. On va voir où ça va mener, mais le président désigné dit qu'il y a urgence d'agir. The November jobs report was released, and it was grim. It shows an economy that's stalling. We need the Congress to act and act now. If Congress and President Trump fail to act by the end of December, 12 million Americans will lose their unemployment benefits they rely on. Merry Christmas. Et Louis, c'est aussi un hiver sombre qui s'annonce aux États-Unis selon les dernières projections. Oui, il y a un modèle de prévision de l'Université de Washington qui donne froid dans le dos, Claudine. En avril, la COVID-19 pourrait avoir emporté un total de 539 000 Américains. C'est presque le double du total actuel. Si on regarde les chiffres des dernières heures, c'est tout aussi alarmant. En 24 heures, 2879 décès. C'est un nouveau record. Plus de 100 000 personnes hospitalisées. Ça aussi, c'est un sommet. Et M. Biden prévient qu'il y a encore beaucoup de travail de planification à faire pour la distribution des vaccins. Il dit qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a vu du plan de l'administration Trump pour coordonner l'envoi de toutes ces doses aux États-Unis. Il dit qu'il n'a pas vu un plan très, très détaillé. M. Biden doit aussi convaincre les Américains de se faire vacciner. Il ne veut pas rendre ça obligatoire, mais il doit convaincre ceux qui sont sceptiques par rapport à la sécurité de ce vaccin. Et Joe Biden qui veut s'assurer aussi qu'il soit distribué de manière équitable aux États-Unis dans les communautés qui en ont le plus besoin. On sait par exemple que les Afro-Américains et les Latino-Américains sont particulièrement touchés par la COVID-19. Merci beaucoup, Louis. Bonne fête de soirée. Au revoir. Au revoir. Les producteurs de veau espèrent à leur tour recevoir de l'aide du gouvernement. La pandémie a entraîné une chute de leurs revenus en raison de la fermeture des restaurants et aussi de la diminution du tourisme. Mais Québec tarde à répondre à leurs demandes. Hugo Lavallée. C'est un des produits niche de l'agriculture québécoise. Le veau de lait du Québec est convoité par les grandes tables, mais la pandémie a mis les producteurs comme Pierre-Luc Nadeau à rude épreuve. L'impact que ça a, c'est que ça met nos entreprises très à risque. Si on parle au niveau de la liquidité, c'est sûr et certain que là, après 9 mois, on a étiré l'élastique jusqu'où ce qu'on pouvait aller. La fermeture prolongée des restaurants a entraîné une baisse de la demande, ici comme à l'étranger. Il y a la fameuse côte française de veau de lait. Ce transformateur du centre du Québec peut en témoigner. Les coupes d'ordinaire les plus recherchées se vendent beaucoup moins cher. Certaines sont même liquidées à la moitié du prix habituel. C'est une viande qui était distribuée dans la restauration beaucoup. Évidemment, des grands événements comme les banquets. On avait beaucoup d'exportations aussi. Des villes comme New York est un grand client pour nous, le veau de lait du Québec. Selon une enquête réalisée par le Centre d'études sur les coûts de production en agriculture, le prix moyen de la livre carcasse avait chuté de 20 % en mai par rapport à son prix de décembre, avant de se redresser partiellement. Résultat, les producteurs essuient des pertes. Il y a une centaine de têtes que je vais vendre au mois de décembre. La perte, je la chiffre à environ 12 000 $. Ils demandent une aide spéciale du gouvernement pour faire face à la crise. On n'a pas des marges de 20-30 %, c'est quelques pourcents de profit sur l'animal au final. S'il y a une baisse de 10 % puis on avait un profit de 1, 2, 3 %,
ben, on est en bas de notre marge de loin, là. Le ministère de l'Agriculture dit comprendre la situation des producteurs de veau de lait et vouloir travailler avec eux. Il les invite à se tourner vers des programmes de soutien du revenu qui existent déjà, comme le programme Agri-Québec. 2,1 millions de dollars leur ont déjà été versés depuis le début de l'année, indique-t-on, et leurs dossiers sont traités en priorité. Ici Hugo Lavallée, Radio-Canada, Québec. Ne laissez pas son regard angélique et ses boucles d'or vous berner. Rosalie Vaillancourt a su se tailler en quelques années seulement une réputation d'enfant terrible de l'humour qui dit ce qu'elle pense dans un langage parfois cru. Elle lance ces jours-ci une web-série sous forme de comédie musicale, aussi décapante que déjantée, et qui se veut une critique acerbe du showbiz québécois. Elle a passé 5 minutes avec Louis-Philippe Ouimet. Vous terminez l'année avec un super projet, une comédie musicale, une sorte de critique du showbiz québécois dont vous faites partie. Ben oui. C'était quoi l'idée? Ben là, j'y avais pas pensé avant de la sortir, on dirait. Les gens m'en parlent tellement que je suis comme « Oh, peut-être que c'était une mauvaise idée, finalement. » Vous l'avez vu, vous? Oui, mais vous n'avez pas eu l'impression de vous mettre la main sur le poil parce que c'est assez vitriolique, là. Mais ma main est sur le poil quand même depuis le début de ma carrière. J'ai jamais eu non plus peur de dire des choses. C'est sûr que les gens, ils l'écoutaient moins parce qu'ils étaient un peu concentrés sur le fait que j'avais une voix aiguë puis un physique de fille qui travaille chez Nurse City. Mais... Mais j'ai tout le temps eu la main sur le feu. J'ai tout le temps dit les choses que je pensais. J'ai tout le temps suivi mes valeurs. Donc, je pense que ma main est sur le feu depuis le début. Puis c'est juste que là, j'espère qu'elle va pas être trop brûlée, là. Qui parle? Saint-Hyacinthe, je te salue. Ma ville natale, ma ville qui pue. Je veux plus être à Saint-Hyacinthe. Ça sent le purin. Mais il y a aussi des aspects négatifs, là. Vous y allez pas avec le dos de la cuillère parce que vous critiquez dans cette comédie musicale-là Saint-Hyacinthe, là où ça sent la bouse de vache. Mais je dis que c'est ça que j'aime. Mais il y a d'autres choses moins le fun, là. Je dis que c'est le fun. Moi, là, c'est une odeur que j'aime, là. Honnêtement, vu que j'ai grandi là-dedans, là, j'arrive là-bas, là, puis je sens partout tellement que j'aime ça, là. J'arrive à Saint-Hyacinthe, là, puis je suis excitée de sentir, là. Moi, c'est quelque chose de positif, c'est mon enfance. Oui, je dis que ça pue, mais je veux dire, je viens de Saint-Hyacinthe, j'ai grandi là-bas. Puis honnêtement, c'est sûr que je retourne habiter à Saint-Hyacinthe. Ensuite de ça, on le sait que ça pue, là. Je veux dire, est-ce que... Non, mais c'est juste que les gens, ils marchent tout le temps sur des œufs. Il faut pas rien dire, faut pas rien dire de mal. Hey, là, à un moment donné, là, tu sais, je veux dire, je pense que les gens qui disent « on peut plus rien dire », dis-le, là, c'est quoi qui va t'arriver? Que les gens chialent, c'est tout, là. Tu sais, ça m'a jamais fait peur de faire chialer les gens. Et cette fois... Non, pourtant, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vous ramassent. Il y a des gens qui me ramassent, mais c'est leur droit. En même temps, c'est mon droit de, comme, continuer. Vedette Inc. Bon, une pastille pour la laine et je me lance. Qu'est-ce qui vous déplaît et qu'est-ce qui vous plaît dans le showbiz québécois? Ce qui me déplaît, c'est le mensonge. Je pense que c'est que les gens, ils sont pas conséquents. Tu sais, ils vont être fâchés contre Gilles Barrozon, vraiment fâchés, alors que quand c'est public, alors qu'avant, ben Gilbert, ça leur dérangeait pas d'avoir des contrats avec lui, de le voir, non, mais ils sont au courant, là. Mais une fois que ça sort, je savais pas. Tu sais, je pense qu'il y a le fait, il y a ça. Il y a le fait que aussi c'est un milieu quand même vraiment centré sur lui-même. Tu sais, c'est vraiment, si je te flatte, tu me flattes. Alors ça, souvent, ça me met mal parce que je suis comme, j'ai le goût de travailler avec vous parce que je vous aime vraiment. C'est pas parce que je veux avoir d'autres contrats, là. Mais il y a des risques à ça. Je pense à l'affaire Julien Lacroix où l'été dernier, vous avez pris position. Ça aurait pu vous coûter cher. Julien Lacroix est un ami aussi. Est-ce que vous faites un calcul ou vous y allez avec le cœur? J'y vais avec le cœur, malheureusement. Ou heureusement, ça dépend. Tu sais, j'aurais pu vraiment tout perdre. J'ai eu des messages méchants, mais en général, les messages étaient assez positifs. Puis je pense que ça leur a révélé un peu plus de ma personne aux gens. Alors, c'est sûr que c'est un risque, mais en même temps, je pense que mon risque le plus grand était de ne pas le faire. Je m'en aurais voulu si c'était pas arrivé. Je m'en aurais voulu d'avoir laissé des amis y aller toute seule au front. Je m'en aurais voulu aussi de continuer à travailler avec des gens que j'estimais dangereux.
Même que ma mère, là, avant de me coucher, là, elle me donne 2 sacs de bonbons pleins. Je peux tous les manger, même que c'est elle qui me les met dans la bouche, carrément, là. Tout votre imaginaire, la comédie musicale, votre spectacle Enfant Roi tourne autour justement de l'enfance. Ça semble encore vous habiter. Et l'enfant en vous est encore très proche de ses parents. Fait que vous êtes encore en symbiose, là. Oui, vraiment. On est très, 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 très proches, mes parents. Là. J'habiterais avec eux si je pouvais, si mon chum voulait, en tout cas. Là. Mais mes beaux-parents aussi, tu sais, c'est juste que moi, je trouve c'est tellement intéressant aussi d'être proche de gens de générations différentes. Puis mes parents, là, c'est les gens les plus gentils puis doux au monde. Tu sais, mettons, je fais quelque chose et puis je dis, je pense que j'étais pas bonne, je pense que les gens m'aiment pas, je pense que ma voix est fatigante, nanana. Ma mère, elle me dit, mais t'es de même, Rosalie. Il m'encourage tellement, là, que, tu sais, il aime pas tout ce que je fais, là. Ça serait un mensonge, là. C'est pas nécessairement mon public cible, mais il voit que c'est créatif, puis il voit que c'est nouveau, puis c'est original, puis c'est ça qui les tient à cœur, tu sais. Rosalie Vaillancourt, on vous souhaite pas de bêtises pour 2021. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Madame Rosalie! Nous vous avons présenté le téléjournal de Radio-Canada, édition internationale. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de TV5 Monde. Au revoir, mesdames et messieurs.